Donc, en ce moment, comme elle disait, j'ai travaillé beaucoup en prévention des maladies, réduction de l'usage d'antibiotiques. Et tout ça, c'est au niveau des entreprises commerciales. Donc, c'est vraiment mon expérience dans les poulaillers commerciaux des grandes populations. Je ne prétends pas un spécialiste des poules de basse-cour ou des poules en ville. C'est vraiment mon but, c'est de prendre l'expérience que j'ai et de la transposer sur les poules urbaines pour voir comment je peux vous assister au maximum. Juste comme background, en ce moment, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Cobb. Donc, cette compagnie-là fait de la sélection génétique pour les poulets de chair dans le but de faire évoluer la génétique pour atteindre 4 objectifs, d'avoir des poulets en meilleure santé, donc juste plus résistants aux maladies en général, avoir des poulets qui respectent mieux des codes de bien-être, des parts solides pour avoir des problèmes de avoir des bonnes démarches, avoir juste une meilleure résistance en général. Puis, on veut aussi aller chercher des meilleures performances, autant en reproduction qu'en poulet de chair. Petit background sur avec qui je travaille en ce moment. Pour commencer, je vous ai mis quelques photos de poulailler conventionnels. Je peux vous donner une idée un peu à quoi ça ressemble. Donc, on voit ici un poulailler conventionnel avec les ventilateurs pour faire sortir l'air. Ici, est à l'intérieur, des silos ici. Là, on a 4 poulaillers un côté de l'autre qui doivent avoir probablement autour de 10 000 poules chacune. Puis 2 poulaillers ici, probablement au Québec. On voit les prises d'air qui sont là en noir. L'utilité de ça, c'est pour chauffer l'air avant qu'elle rentre dans le poulailler. Comme ça, en plein hiver, il fait moins 20 dehors, on peut avoir de l'air frais, de l'air nouvelle qui rentre en continu, mais sans avoir à trop chauffer pour, c'est ça, pour réduire les coûts de chauffage. Ça ici, c'est des photos à l'intérieur de poulailler de poules pondeuses, comme on pourrait voir. Dans les systèmes de cage ici, les convoyeurs pour récolter les œufs, les ramener en avant. On a des robots qui vont les distribuer la moulée à toutes ces poules-là d'un bout à l'autre. On voit ici un peu là, les poules en cage, à quoi ça ressemble. Il y a un système de cage un peu plus récent qui appelle les cages aménagées. Donc, on voit qu'à l'intérieur, les poules ont plus d'espace, ils ont des perchoirs pour se percher. Puis, on ne voit pas sur la photo, mais à quelque part, il y a un endroit où c'est un nid, donc ils peuvent aller pour aller pondre leur œuf un peu à l'abri de ces congénères, pour avoir un petit peu de vie privée. Puis maintenant, les cages conventionnelles, on n'a plus le droit d'en bâtir au Québec. C'est juste des cages aménagées, des volières ou des poules en liberté pour respecter le bien-être animal. Ça, c'est une photo d'une volière. Donc, c'est vraiment un endroit qui est probablement un espace ouvert avec différents étages. Donc, les poules, ils peuvent être soit en bas sur le plancher, soit montées dans les différents étages pour aller trouver l'eau, la moulée puis le lit. Ils peuvent partir d'en haut, sauter jusqu'en bas, voler un peu. Donc, c'est vraiment le système de logement que j'aime le plus pour les poules pondeuses en termes d'expression des comportements normaux de la poule. Ça ici, c'est un poulailler de reproduction de poulets de chair. Donc, c'est des poules avec une génétique pour faire du poulet qu'on va manger. On va voir qu'il y a des poules et des coqs qui sont mélangés ensemble. Puis ici, c'est des nids, donc les poules peuvent aller dans les nids, pondre leurs œufs. Au centre de ça, il y a un convoyeur qui va amener les œufs tout en avant. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'était juste une petite parenthèse pour donner un peu une idée d'où viennent nos poules. Les poules pondeuses que vous allez probablement avoir dans des poulaillers de poules urbaines, en général, ça va être des poules qui viennent à la base de la génétique commerciale. Donc, c'est vraiment des poules qui ont été sélectionnées pour faire beaucoup, beaucoup d'œufs. Ils peuvent pondre au-dessus de 330 œufs par an. Donc, c'est pratiquement un œuf par jour avec une pause de temps en temps. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est comme des Formule 1. Donc, c'est pas la poule sauvage qu'il y avait dans la forêt il y a longtemps. C'est vraiment une poule qui est faite pour produire beaucoup d'œufs. Puis, si on n'en prend pas soin adéquatement, elle va probablement continuer à pondre des œufs qui se carencient en calcium ou en d'autres nutriments, puis développer des problèmes. Donc, c'est vraiment... elle fait beaucoup d'œufs, mais il faut en prendre soin en conséquence pour être sûr qu'elle reste en vie et en santé. Par exemple, ici, une poule va manger environ 110 grammes de moulée par jour. Il y en a grosso modo la moitié qui s'en va pour l'œuf, puis la moitié qui s'en va pour la poule. Donc, si pour une raison ou une autre, la poule a accès juste aux 3 quarts de son alimentation, mais qu'elle prend quand même un œuf, mais en réalité, elle va couper de moitié la portion d'alimentation qui va à la poule elle-même pour son maintien, c'est sûr. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, j'ai 6 volets que je vais aborder qui sont présents à l'écran ici. J'ai commencé avec l'eau, qui est l'élément le plus important. J'ai mis vraiment en gros ici, elle doit toujours être disponible parce qu'une poule, surtout en plein été, s'il manque d'eau, ça va continue à pondre.
ça ne prendra pas de temps qu'elle va se déshydrater et qu'elle va probablement mourir assez rapidement. Donc, le point le plus important, c'est renouveler l'eau à tous les jours, tout le temps, même si vous êtes parti pour la fin de semaine. Quelqu'un qui vient changer l'eau, juste laisser une grande quantité d'eau, c'est pas nécessairement idéal. Il faut vraiment avoir de l'eau fraîche à tous les jours. S'il manque d'eau, la poule ne fera pas d'œufs, elle va être malade et elle va mourir. C'est assez basique. Ici, c'est des photos de systèmes d'abreuvement de poules dans des poulaillers commerciaux, mais qui montrent un peu comment ça peut devenir sale quand il y a de l'eau stagnante. On voit ici, c'est des tétines où les poules vont toucher à ça pour faire couler l'eau. À l'intérieur, on voit un peu l'espèce de biofilm qui est accumulé, un peu de glace. Donc, s'il y a de l'eau stagnante, c'est ça qui peut se faire. Ici, c'est un tuyau qui amène l'eau du poulailler. Puis si ça n'a pas été lavé pendant longtemps, on voit toute la crasse qui va tranquillement s'accumuler et qui fait des dépôts comme ça. Ça peut vraiment réduire le passage pour l'eau, mais aussi qui est une source de bactéries pour les poules. Donc, idéalement, il faudrait laver tous les abreuvoirs une fois par semaine, juste avec de l'eau chaude et du savon, c'est assez. Pas besoin de prendre de produits bien spéciaux. Laver ça de la même manière qu'on laverait la vaisselle. S'il y a des dépôts dessus, il y a deux trucs qui vont fonctionner. C'est un exemple un peu de qu'est-ce qu'il y a comme dépôt, là, avec les détails. Mais s'il y a des dépôts calcaires, donc un peu de matériel blanchâtre qui est vraiment collé, si on fait tremper dans le vinaigre, ça va dissoudre le calcaire et permettre de laver. C'est des dépôts un peu plus comme du biofilm, là, ce que j'ai montré plus tôt, l'espèce de chenille dégueulasse. Tremper dans le peroxyde, ça peut marcher super bien. Donc, j'ai des petits trucs pour arriver à laver le système. Donc, ça, c'était pour l'eau. Je pense que c'est la section la plus basique. Je ne fais pas beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Prochaine section, c'est l'alimentation. Donc, comme je disais, une poule va manger grosso modo 110 grammes par jour. Donc, après, la moitié qui va pour elle, la moitié qui va pour l'œuf. Puis si, bon, ça apparaît un peu plus tard, si on lui donne 15 grammes de plus par jour, c'est tout ce qu'elle a besoin pour devenir overweight, pour devenir en surplus de poids. Donc, pour les poules pondeuses d'œufs de consommation, c'est vraiment un problème. Elles n'ont pas un appétit énorme. Donc, ils n'ont pas tendance à manger beaucoup plus que leurs besoins. Mais il y a certaines poules que oui. Puis, quand même, il faut garder un petit œil ouvert pour voir si pas une poule devient plus grosse que les autres parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent obèses comme ça. On va voir pourquoi les conséquences plus tard. Dans la moulée commerciale qu'on achète dans les sacs, la moulée pour poules pondeuses, il y a vraiment tout ce qu'elle a besoin là-dedans. En termes de minéraux, nutriments, vitamines, calcium, tout ça, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est une moulée complète. On n'a pas besoin de donner de suppléments, à moins qu'elle soit malade ou qu'il y ait un problème. Là. Mais en temps normal, on n'a pas besoin de donner de suppléments de vitamines, n'importe quel autre supplément dans l'eau ou en granule à ajouter. Il y a des suppléments aussi qui, si on ne les utilise pas comme il faut, qui peuvent carrément nuire à la poule si on ne le donne pas au bon moment ou de la bonne manière. Ici, j'ai une petite note que le monde n'aime pas en général. C'est préférable de ne pas donner de reste de table parce que, comme je disais, dans la moulée, il y a tout ce qu'elle a besoin pour être en santé et pour produire des œufs. Si on donne des restants de table, elle va manger moins de moulée et elle risque éventuellement de manquer de certains nutriments si ce qu'on donne de table n'est pas complètement balancé. Puis le plus important là-dedans, c'est le calcium parce que tous les jours, elle va faire un œuf avec une coquille qui demande beaucoup de calcium. Puis si elle ne l'a pas dans son aliment, elle va aller chercher dans ses os. Si elle fait ça une journée, c'est pas si pire, mais si jour après jour, elle fait un œuf et qu'elle va chercher son calcium dans les os, elle va faire éventuellement de l'ostéoporose. Puis ça peut être sévère au point qu'elle saute par terre et qu'elle va se casser une patte parce que les os sont rendus trop fragiles. Par contre, il y a beaucoup de monde qui se disent ben, la poule, je l'aime bien, c'est mon animal de compagnie, elle fait partie de la famille. On veut lui donner quand même des restes de table. Et je dirais que c'est correct tant qu'on regarde dans l'optique que le reste de table, c'est comme un dessert. Donc, le repas principal, c'est de la moulée, puis on peut donner un petit peu de restant de table comme dessert, si on y tient vraiment. J'ai souvent des questions de qu'est-ce qui est toxique pour la peau. Y a-t-il des aliments qu'on devrait vraiment éviter de donner? Je vous dirais de rester loin de tout ce qui est vraiment très salé ou très sucré à la base, ou des choses qui ont des moisissures dessus, donc du pain moisi, ça peut être dans le compost, on peut éviter de donner à la poule. Sinon, un produit avec beaucoup de sel pourrait rendre le contenu de l'intestin plus visqueux et faire des problèmes intestinaux éventuellement. Donc, peut-être du pain de sel à éviter. Pour le reste, il y a plein de choses sur Internet qui parlent de toxicité de différents aliments. Personnellement, j'ai pas
d'opinion là-dessus. Donc, j'ai pas vraiment de données qui disent qu'est-ce qui est toxique ou pas, à part ce que je viens de mentionner. Donc, ce serait d'y aller avec ce que vous êtes à l'aise de donner, puis avec un peu de la logique, là. Puis en respectant de donner surtout de la moulée, puis très peu ou pas de restant de table. Je parlais tantôt d'une poule qui est en suralimentation, mais elle va devenir en surpoids. Puis une poule en surpoids va tendance à avoir un paquet de problèmes métaboliques, puis une chance de mortalité plus élevée. Donc, c'est quand même quelque chose à surveiller et à éviter au maximum. Une poule va avoir tendance à s'habituer à son régime alimentaire. Peu importe c'est quoi, elle va s'habituer à ça, puis elle va s'attendre à avoir un peu toujours la même chose, surtout s'il n'y a pas de changement d'habitude. Si on fait un changement brusque, ça se pourrait qu'elle n'aime pas ça. J'ai eu un cas dans un poulailler où il y avait 40 000 poules, et tout d'un coup, la livraison de moulée qui est arrivée, les poules ont décidé qu'il y avait un ingrédient dedans en même temps. Ça a été vraiment difficile de recommencer à manger après. La moulée a été changée, mais une fois qu'il y avait eu la même moulée qu'avant, il y avait quand même il y avait de la misère à reprendre le beat de manger. Donc, juste faire attention, si on donne quelque chose, si on veut faire une transition, d'y aller graduellement pour que la poule ait le temps de s'habituer. Une poule qui n'a pas mangé pendant quelques jours peut avoir différents problèmes métaboliques, ce qui fait qu'elle n'a plus l'appétit pour recommencer à manger. Vraiment la stimuler, de l'aider beaucoup à recommencer à manger. Donc, c'est un peu ça pour la partie alimentaire. La prochaine section, c'est un peu comment voir si une poule est en ponte, puis l'impact de la lumière sur la ponte. Donc, ici, j'ai une petite question, c'est est-ce que ma poule est en ponte? On peut voir deux photos de poule. Donc, en haut à gauche, ici, c'est une poule qu'on voit que la crête est rose, très pâle, très peu développée, avec les barbillons aussi. Puis en bas, on voit que c'est extrêmement développé, très rouge, très flash. Donc, cette poule-là ici, ses hormones sexuelles sont en fonction, puis elle est probablement en ponte. Celle-là ici, est probablement pas encore pubère, pas encore rendue au point de pouvoir commencer à pondre. Donc, c'est une façon de le voir visuellement, la différence. L'autre façon, c'est en allant en arrière de la poule et en rentrant nos doigts. Si on peut trouver les deux os ici, les ischions en arrière. C'est les os comme de la fesse. Si on peut rentrer juste un petit doigt entre les deux os parce que la poule n'est pas ouverte et n'est pas en ponte. Une poule qui pond peut rentrer facilement 2 à 3 doigts, là, dépendamment de la taille de poule, là, entre les deux. Donc, c'est une autre façon un peu de savoir si la poule a pond ou pas. Une façon de savoir si la poule est en surpoids aussi, c'est en touchant les os ici. Avec un peu d'habitude, on peut sentir la quantité de gras qu'il y a sur les os. Puis on peut, on peut savoir, on peut monitorer à quel point la poule a du gras ou pas. Puis les suivre dans le temps pour voir si c'est une poule qui devient en surpoids. Ici, c'est un petit diagramme qui montre le système reproducteur d'une poule. Donc, on voit la grappe ovarienne qui est là. C'est là que la poule elle fabrique le jaune d'œuf. Donc, le jaune, il fabrique, il va être déposé dans le système reproducteur de la poule. Puis, ça va prendre environ 24 heures entre le moment de la production du jaune et le moment que l'œuf va sortir à l'autre bout. Donc, le jaune arrive ici, le blanc va se déposer autour du jaune tranquillement. Puis dans le dernier bout ici, c'est la coquille qui va se déposer. Ça prend environ 19 heures pour la formation de la coquille jusqu'à ce que l'œuf finisse par sortir. Donc, si on regarde un peu la grappe ovarienne à différents moments du développement, on peut voir qu'un bébé, ça ressemble à ça. Donc, il n'y a aucun développement, c'est juste l'organe lui-même. Avec différents niveaux où ça commence à se développer. On voit en bas ici une poule qui est en ponte. Donc, on a le jaune d'œuf ici, de l'œuf va être pondu demain, après-demain, le jour d'après, etc. Donc, tous les œufs de la semaine suivante sont tous déjà en fabrication. Donc, ici, la poule, elle pond pas encore, puis ici, la poule, elle pond. Mais pour voir ça, il faudrait ouvrir la poule. Donc, c'est pas vraiment une méthode diagnostique très utile pour savoir si cette poule-là pond en ce moment. Employés commerciaux, ce qu'on fait pour s'assurer que les poules ils continuent à pondre, c'est de gérer un peu la lumière. Donc, la première semaine de vie, il va y avoir environ 22-23 heures de lumière pour s'assurer que les poussins vont être capables de trouver la moulée facilement, de s'adapter à l'environnement et de bien se développer. Ensuite, dans la période d'élevage jusqu'à la maturité sexuelle, il va y avoir environ 12 heures de noirceur. Donc, on simule... non, c'est pas vrai, en fait, il va y avoir 16 heures de noirceur. Je sais pas, mon diagramme n'est pas tout à fait adéquat ici. Pour simuler l'automne. Donc, tout le long de l'élevage, on dit à la poule avec la lumière que c'est l'automne. Puis quand on arrive au moment où
elle est prête à pondre. Là, on va mettre 16 heures de lumière, donc on vient simuler le printemps. Parce que la poule, c'est un animal qui va pondre au printemps, pour avoir ses poussins au printemps puis pendant l'été, puis qu'à l'automne, qui va arrêter de pondre pour ne pas avoir des poussins pendant l'hiver. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simuler le printemps tout le long qu'on veut que la poule ponde. Donc, ça a un peu d'impact si on veut garder nos poules l'hiver, si on voudrait continuer à avoir des œufs durant l'hiver. On peut s'installer des petites lumières dans le poulailler comme ça avec un timer pour garder un 16 heures de luminosité tout au long de l'hiver pour un peu faire croire à la poule que c'est encore le printemps et qu'elle devrait continuer à pondre. Donc, en hiver, c'est possible de garder des poules dans des poulaillers en ville. Ça demande un peu plus d'attention par contre qu'en été parce que l'hiver, il fait froid. Donc, il faut s'assurer que la poule ne va pas être trop affectée par ça. Donc, un des points majeurs à respecter, c'est d'éviter les courants d'air. Donc, s'assurer que le poulailler qu'il y ait un échange d'air qui est faisable, mais qu'il n'y a pas un gros courant d'air qui arrive tout le temps sur les poules. Parce qu'ils peuvent s'adapter à une température plus froide, mais s'il y a du vent sur eux, ils auront beaucoup de misère à s'y adapter. Donc, c'est possible d'avoir dans ton petit poulailler un système de chauffage d'appoint juste pour aider à rendre ça plus confortable, surtout par très grand froid. Juste s'assurer que c'est sécuritaire et fiable, qu'il ne va pas te lâcher, mais qu'il ne va pas juste la logique. Mais même en hiver, par contre, je voudrais qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer dans le poulailler. Donc, le but, c'est pas de se faire une volière ou un poulailler qui est 100% hermétique, qui empêche l'air de passer. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même de l'air frais qui rentre pour amener de l'oxygène, sortir le CO2. Puis pour assécher la litière. Si on laisse les poules dans un environnement fermé qui devient très humide, ça peut éventuellement faire de l'ammoniac. Ça peut être quand même dommageable. De toute manière, en cas de chaleur, la poule, ce qu'elle va faire pour se rafraîchir, c'est qu'elle va ouvrir le bec, comme on voit ici, puis elle va allaiter. Elle va perdre la chaleur par évaporation, comme ça, un peu le même principe qu'un chien, avec une langue un peu moins longue. Donc, quand il fait très chaud, encore là, il va y avoir de l'eau fraîche disponible tout le temps pour s'assurer qu'elle puisse se rafraîchir. Puis, une chose à faire serait de mettre des ventilateurs. Donc, un peu comme nous, quand il fait très chaud, si on a un courant d'air sur nous, on va se sentir mieux. C'est la même chose pour la poule. Donc, la vitesse d'air qu'elle a va faire une très grosse différence pour son confort. Ça peut éviter d'avoir des coups de chaleur comme en ce moment, quand il fait 35 dehors. Il faut juste faire attention de s'assurer que les poules puissent choisir d'aller soit dans le vent ou pas dans le vent. Donc, il faut mettre le ventilateur que tout l'espace du poulailler soit ventilé avec une grosse vitesse d'air. Parce que si la température baisse durant la nuit et qu'ils ont encore le vent sur eux, là, ça se pourrait qu'il y ait carrément trop froid et que ça fasse l'effet inverse. Donc, juste avoir une place où ils peuvent aller dans le vent s'ils en ont besoin, une place où ils puissent ne pas y aller s'ils n'en ont pas envie. Donc, prochaine section, c'est tout ce qui est litière et logement. Donc, litière, j'avais parlé tantôt que c'est important de la garder propre pour éviter d'avoir de l'ammoniac. L'ammoniac peut faire deux choses à la poule. Un, ça peut faire des blessures en dessous des pattes. Donc, s'il y a vraiment beaucoup d'ammoniac dans la litière, on peut avoir éventuellement une brûlure en dessous des pattes qui peut être assez douloureuse pour causer même de la boiterie chez la poule. Le danger numéro 2, c'est en cas très sévère d'ammoniac. Je ne penserais pas qu'on aille avec trois poules dans un poulailler. Mais ça serait une brûlure des yeux. Donc, s'il y a beaucoup d'ammoniac dans l'air, on n'a pas de ventilation, ça peut aller brûler la cornée. Puis, dans des cas graves, même rendre la poule à vie. Je ne penserais pas qu'on voit ça, mais ça fait partie des choses qui existent. Donc, comment éviter, c'est juste s'assurer qu'il y ait toujours de l'air frais qui peut sortir dans le poulailler, qu'il y ait un bon changement d'air et que ça reste propre et sec. L'autre chose qui est important à parler, même si on est en ville, il peut y en avoir quand même, c'est au niveau des animaux sauvages qui peuvent faire de la prédation sur les poules. Donc, j'ai entendu parler de renards ou de moufettes ou même de ratons laveurs qui pourraient rentrer dans le poulailler pour manger une poule. Donc, juste s'assurer que le poulailler est fait d'une manière qui empêche ces petits prédateurs-là de rentrer, d'endommager ou de tuer nos poules. L'autre chose, c'est les rats et les souris. Eux, ils ne vont pas nécessairement faire de dommages aux poules. Ils pourraient manger des œufs ou brosser des œufs, mais ils peuvent transmettre des maladies aux poules, dont certaines qui pourraient ensuite être transmises à nous via les œufs. Donc, on peut essayer d'éviter que les rats et les souris élisent domicile dans nos poulailles. Donc, comment éviter, mais pour les gros prédateurs, comme j'ai dit, juste s'assurer qu'une clôture ou un mur ou tout ça qui les empêche de rentrer.
Pour les rats et les souris, ils vont toujours pouvoir rentrer parce qu'une souris peut entrer dans un trou à la grosseur d'un petit doigt, puis un rat dans un trou de la grosseur d'un pouce. C'est impossible de faire un poulailler à l'épreuve des rats et des souris. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rendre le poulailler moins intéressant. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est laisser la moulée dans les plats faits pour la moulée, mais pas d'en mettre nécessairement. Pas laisser des sacs de moulée trop proches du poulailler à l'extérieur ou de ne pas laisser de surplus traîner par terre ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment avoir une zone désignée pour la moulée puis pas en laisser nulle part ailleurs. L'autre chose aussi, c'est garder l'environnement propre et à l'ordre. Donc, pas avoir un paquet de débris comme ça proche du poulailler. C'est pas un poulailler ici, mais juste pour un peu illustrer. Parce que les rats et les souris peuvent aller se cacher là-dedans. Ils n'auront pas à traverser une zone dangereuse pour eux pour se rendre jusqu'au poulailler. Donc, ils vont être vraiment propice pour eux alentour. Ce qu'on veut avoir, c'est l'endroit où il y a ton poulailler, mais qu'alentour, il n'y ait pas d'herbe longue, il n'y ait pas de débris, que ce soit vraiment plus dangereux. Comme ça, les rats et les souris vont avoir plus de difficultés à se rendre jusqu'au poulailler, où ils vont se sentir moins à l'aise de le faire. Donc, j'ai une petite section ici sur plus niveau santé de la poule. Donc, juste à la base, une poule, c'est pas un mammifère, donc c'est quand même très différent de nous. Puis ça l'urine pas, donc ça va jamais faire pipi comme nous, on pourrait le faire. Ce qu'elle fait à la place, elle passe de l'urate. On voit ici une crotte de poule avec un matériel blanchâtre dessus. Ça, c'est la version d'urine d'une poule. Donc, c'est de l'urate qu'on va déposer ici. Ici, j'ai une photo d'une fiente sécale. Donc, c'est pas nécessairement de la diarrhée. Celle-là est un petit peu diarrhéique en fait, parce que est quand même très pâle et des petites bulles dessus. Mais si ça ressemble à ça, puis c'est foncé, puis c'est très visqueux, c'est normal, ça s'appelle une fiente sécale. Ça vient des sécas. C'est une partie de l'intestin qui sert entre autres à absorber l'eau. Puis de temps en temps, ça va se vider une à deux fois par jour, on va faire une fiente sécale. Mais c'est pas de la diarrhée, c'est pas dangereux, c'est juste tout à fait normal. Ça fait partie de ce qu'elle fait. Donc, il y a deux sortes de fientes normales différentes chez la poule. Où il y aurait de la diarrhée, c'est quand que la fiente normale comme ça, on voit les urates, on voit qu'elle est quand même bien formée, mais qu'elle est très, très liquide, puis on voit du liquide dessus, puis qu'elle ne garde pas sa forme. Donc, on peut commencer à parler de diarrhée. Le système respiratoire est aussi très différent de nous. Nous, quand on respire, les poumons vont se gonfler puis se refermer. La poule, les poumons sont durs, donc ils ne changent pas de volume. C'est vraiment l'air va rentrer dans la trachée, traverser les poumons puis se rendre dans les sacs aériens. Donc, on voit ici, vous arrivez à visualiser la poule, tu as la queue qui se rend en arrière là, la tête par là. Donc, l'air va entrer dans la trachée, puis il y a 9 sacs aériens. Donc, c'est des sacs qui vont contenir de l'air. On a dans l'abdomen ici, et à différents endroits. Donc, l'air rentre, elle traverse les poumons, elle va dans les sacs aériens, puis elle ressort en retraversant les poumons. Donc, elle fait comme un double passage à chaque respiration. Puis, il y a des os qui sont creux, qui sont remplis d'air. Donc, c'est entre autres pour réduire le poids de la poule puis faciliter le vol. Dans le cas de la poule, ça n'a pas été suffisant pour leur permettre de voler, mais c'est une particularité anatomique là, des oiseaux. Ici, j'ai quelques photos sur comment prendre une poule. Si vous avez des poules, vous le savez déjà, mais j'ai juste comme deux façons de le faire. Ici, j'ai un coq, en fait. C'est un coq qui est pas mature encore. Là, je le tiens juste sur moi comme ça. C'est correct, il est calme. Là. Je garde l'aile en dessous de ma main. S'il décide qu'il se débat, il va pouvoir se sauver de mes mains. C'est une façon agréable de tenir le coq, la poule. Mais là, il faut faire une version de si la poule s'est sauvée, tu veux la ramener maintenant, puis tu n'arrives pas à la tenir, puis elle se débat, puis c'est le bordel. Ben, c'est l'équivalent de ça. C'est un chat là, pris par le chignon. Il y a l'équivalent pour la poule. C'est peut-être un peu moins agréable, mais c'est rendu chez le voisin, puis il faut la ramener, ben, c'est une façon de le faire sécuritairement, puis sans trop de problème. Donc, on peut prendre la poule par les pattes comme ça. Il faut prendre toujours les deux pattes. Si on prend juste une patte, puis que l'autre attend, ça risque de causer des problèmes dans l'articulation, puis éventuellement, on pourrait casser une patte ou avoir juste toutes sortes de problèmes. Donc, c'est vraiment, on va prendre par les deux pattes. On met la main au niveau des talons ici, donc au niveau de la jonction entre la partie où il y a des plumes et où il y a juste la peau. Ça ressemble à un coude, mais c'est pas un coude du tout.
Puis moi, je mets souvent l'index entre les deux pattes. Comme ça évite que la poule, elle se twiste et elle se torde. Si elle se débat un peu, les pattes vont rester quand même bien alignées et ils ne vont pas s'entortiller. Donc, jamais prendre par une seule patte. Pas faire des mouvements brusques, c'est juste comme la logique. Puis pas mettre de pression non plus. Ces articulations-là sont quand même assez fragiles. Puis si on les brusque ou on met trop de tension dessus, ils peuvent se blesser puis éventuellement carrément faire de l'infection. Puis ça peut être très, très, très difficile à soigner chez la poule. Pas croiser les pattes non plus. Donc, ça ressemble à ça. Puis en général, quand la poule est confortable et à l'aise, elle va rester comme ça à l'envers, les ailes ouvertes, puis elle va juste attendre de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Si elle se débat un peu, on peut mettre une main sur la poitrine, juste pour lui mettre un appui, elle va se sentir plus à l'aise. Puis ensuite, on peut la traîner comme ça, d'un coin de rue à l'autre, s'il faut, c'est assez sauvé. Donc, pour la transporter, on peut la mettre à l'horizontale, puis là, je prends une photo en même temps, là, mais mettre la main en dessous jusqu'à la tablette pour la transporter comme ça. On voit que le coq qui est là, il ne bouge pas, puis il est à l'aise, puis il attend juste de voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc ici, j'ai une couple de photos de poules. Ici, c'est des photos de poules en parfaite santé. Donc, on voit qu'ils se tiennent droites debout, les plumes sont belles, les yeux sont clairs. Il y a aucun problème visible. Là, j'ai plusieurs photos de poules malades par la suite. Le but, c'est pas de faire de vous des vétérans nécessairement, mais juste d'avoir des signes qui vous font réaliser que oh, ma poule est pas correcte, qu'on consulte ou qu'on fasse quelque chose pour ça. Donc ici, c'est un poulet qui c'est vraiment, vraiment mal en point. Donc on voit les plumes sont toutes ébouriffées, il fait probablement de la fièvre. Il a les yeux fermés, il n'est pas très réactif. Si on y touche, il ne va pas se réveiller, puis regarder, puis savoir un peu de réagir à notre présence. Donc ça, c'est comme un signe d'état général très moche. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire quelque chose rapidement si on veut éviter que la poule meure. Bon, d'autres signes ici de poule qui sont vraiment... on voit la tête complètement rentrée comme ça. Elle ne devrait pas être comme ça, à moins qu'elle dorme, mais normalement, elle ne devrait pas être dans cet état-là. Bon, ces photos-là sont juste trop sévères. Au niveau des pattes aussi, on peut regarder en dessous. On voit ici des pattes qui sont en parfaite santé, en parfait état. Et on voit de l'autre côté-là, il commence à avoir un petit peu de rougeur en dessous. Puis éventuellement, ça pourrait devenir ulcéré puis devenir avec des bobos en dessous des pattes. Ça va être de couleur un peu comme la litière qui est là. Ça va être de couleur gris-noir. Puis ça va être très collé. Donc ça, c'est si ta litière est de mauvaise qualité, puis ça fait des brûlures en dessous des pattes, ça va commencer rougeâtre comme ça, puis devenir avec un gros ulcère éventuellement. On peut voir aussi des fois des signes d'infection comme ça. Donc on voit le doigt qui est là. Et toute la bosse qui est là, c'est du pus en réalité qui est en dessous. Donc c'est un signe d'infection du doigt. Ou si on voit la patte là, qui est toute rouge, qui a probablement un peu d'infection à l'intérieur aussi. Ça, c'est un coussin. Puis on voit qu'il est déshydraté. Donc la patte, on voit l'espèce de le blanc qui a. C'est comme de la peau qui est sèche, en fait, là, qu'on voit l'apparence. Puis la petite veine qui traverse ici, puis qui a la peau collée dessus. Donc, ça, c'est un signe de déshydratation chez la poule. Prochaine section, c'est sur la tête. Donc, on voit ici une poule en général, sa tête est belle, mais le bec, on voit que celle-là, c'est une photo que j'ai prise en Haïti, en fait. Là, donc, ils ont taillé le bec, mais ça a fait une job pas super. Donc, le bec est taillé trop court. Puis, on voit une espèce d'inflammation sur le bout ici. Donc, ça, c'est pas l'idéal. On peut voir ça, c'est un petit oiseau avec une grosse inflammation des sinus qui sont là. Donc, c'est une autre observation à faire. Ça, c'est le genre de maladie qui pourrait arriver, surtout dans certaines races de basse-cour, s'ils n'ont pas. Ils peuvent être porteurs d'une maladie qui peut faire une inflammation comme ça des sinus à observer. Ou sinon, juste un peu d'humidité et de sécrétion comme ça autour de l'œil. C'est quelque chose à observer, voir si on a la présence de ces signes-là. Encore là, on a l'inflammation des sinus en haut de l'œil. Puis on voit l'œil, à place d'être beau et rond comme ça, il se forme d'amande, super effilé. Donc, c'est un autre signe à observer. Là, on a une inflammation du sinus, mais extrêmement sévère. L'oiseau semble sortir d'un galop de boxe. Là. Donc, quelque chose d'autre à regarder.
On peut regarder les œufs aussi pour voir un peu l'apparence si c'est correct. Là, j'ai mis toutes sortes de choses quand même assez sévères. Là. On a des œufs qui ont probablement pas de coquille ici. Celle-là ici, il n'y a pas de coquille, puis en plus, il y a plein de sang à l'extérieur. On a des œufs qui ont des petits dépôts de calcium à différents endroits comme ça, qui montrent un petit peu de problématique au niveau de la formation de la coquille. Ou ici, des coquilles qui sont carrément frippées. Là. Pendant que la coquille s'est formée, l'utérus avait un peu le problème, puis il a fait des coquilles difformes. Donc, c'est d'autres choses à regarder qui peuvent donner un peu d'indice sur l'état de santé général des poules. On peut regarder le plumage aussi. Donc là, j'ai vraiment des plumes assez en mauvais état. Donc, on voit qu'à la place d'avoir une belle plume bien formée, il y a des sections où il manque de matériel. Là. C'est vraiment un problème de plumage essentiellement. Ça peut être causé par des problèmes soit de stress ou de nutrition inadéquate. Généralement, ça va être l'un de l'autre. Parfait. Donc ici, j'ai juste des petites photos de démarche de poules. C'est des poussins ici. On voit qu'ils marchent. Le poussin n'est pas capable de marcher sur ses pattes comme il devrait. Il est vraiment à côté comme ça. Puis j'avais dans le troupeau, j'en la moitié qui se promenait de cette manière-là. Puis en fait, ça, c'est un problème d'une déficience en vitamine B, en riboflavine dans ce cas-là, qui cause un problème neurologique qui fait que le poussin a de la misère à se lever comme il faut. Puis ce qui est le fun avec un cas comme ça, c'est qu'on a rajouté de la vitamine dans l'eau, puis d'un coup, tous les poussins se sont mis à se relever en quelques jours, puis à marcher tout à fait normalement. C'est quelque chose à regarder aussi, là, comment il marche, ça va être un indice de qu'est-ce qui se passe avec la poule. Ici, je vais parler un peu de maladies plus infectieuses. Donc, au Québec, dans les poulaillers commerciaux, on a un organisme qui s'appelle l'ECMA, donc l'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Leur rôle, c'est quand il y a une maladie infectieuse, il y en a quelques-unes sous leur surveillance. Quand il y a une de ces maladies infectieuses-là qui a une éclosion dans un des poulaillers, ils vont un peu, pas prendre le contrôle, mais prendre en charge la situation. Puis faire un peu comme dans le COVID aujourd'hui, là, faire un peu de retraçage de quel contact il y a eu avec ce poulailler-là. Est-ce que des gens sont allés ailleurs? Il y a des chances d'avoir transporté la maladie. Puis ensuite, de faire toute l'organisation des camions de transport pour s'assurer que les camions qui amènent la moulée, ils vont là juste à la fin de la semaine pour aller contaminer un autre site après, etc. Donc, c'est un peu comme ça que c'est géré. Un peu comme en COVID, mais tout le temps dans les poulaillers commerciaux pour s'assurer qu'on n'a pas des maladies infectieuses qu'on va promener d'une place à l'autre. Parmi les maladies, il y en a une qui s'appelle la laryngotrachéite infectieuse. Donc, c'est une maladie qui fait des problèmes respiratoires quand même assez sévères. Éventuellement, les poules peuvent vraiment cracher du sang et mourir de la maladie. C'est un virus, c'est très sévère, donc on veut vraiment le prévenir. Puis quand on a un cas, éviter qu'il se propage à d'autres poulailles. L'autre maladie s'appelle le MG, le Mycoplasma gallisepticum. C'est ça qui va faire nos sinus enflés, comme j'ai montré tantôt. L'apparence de boxeur qui est perdu. Donc, c'est une des maladies qui est très transmissible, qui va être sous contrôle de l'ECMA. Il y a aussi l'influenza aviaire. Ici, j'ai mis une super photo, mais en gros, l'influenza aviaire peut tuer jusqu'à 98% d'un troupeau quand ça rentre dedans. C'est vraiment quelque chose qui doit être contrôlé rapidement quand on a des cas. En termes de risque pour la santé humaine, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a une couple de choses que je voudrais parler. La première, en fait, c'est pas vraiment un risque, c'est plus une curiosité. C'est des ascaris, donc ça, c'est des vers qui ressemblent un peu à ça ici. On peut retrouver dans l'intestin des poules, même s'ils sont en parfaite santé, ils peuvent quand même avoir des vers. Quand il y a une grosse infestation, on peut en retrouver carrément à l'intérieur des œufs comme ça. C'est pas nécessairement dangereux si on les fait bien cuire, mais c'est pas vraiment très agréable. Donc, si vous voyez ça, vous avez des vers dans les fientes ou même dans les œufs, sûr, vous pourrez vraiment penser à faire un traitement de vermifuge. Ce qui est fait généralement en poulailler, c'est de faire des échantillons de fientes sur une base régulière pour voir si des œufs, ces vers-là. Quand il y en a trop, là, on fait un traitement de vermifuge. C'est ce qui peut être fait. Campylobacter, ça peut être un risque pour les humains aussi. C'est une bactérie qui est présente dans l'intestin des poules en parfaite santé. Donc, la poule ne sont pas malades, mais nous, on va être très malade si on attrape cette bactérie-là. Ça fait des grosses gastroentérites. Donc, prévention, c'est
surtout d'éviter tout ce qui est contact fécal-oral avec les poules. Donc, s'assurer que les crottes de poules ne se commencent pas dans une bouche d'une manière ou d'une autre. Donc, se laver les mains pour avoir manipulé les poules, c'est une des raisons aussi pour laquelle il faut bien faire cuire la viande de poulet pour éviter d'être contaminé par la poulet. L'autre risque, c'est la salmonelle, qui fait aussi des grosses gastroentérites, qui peut faire la fièvre, ou même éventuellement le tuer. Les gens les plus à risque sont les enfants, les femmes enceintes, les gens immunosupprimés qui ont un système immunitaire qui est inadéquat. La bactérie, la salmonelle est présente normalement dans l'intestin des poules aussi. Il ne va pas nécessairement les rendre malades, donc c'est un peu sur nous à cause de ça. Donc, prévention, c'est la même chose, c'est laver les mains, pour faire cuire la viande quand on mange du poulet. Par contre, au niveau de salmonelle, un des problèmes, c'est qu'il y a certaines salmonelles, dont salmonelle enteritidis, qui peut se transmettre dans l'œuf. Donc, ça peut être présent dans l'œuf. La poule n'est pas malade. L'œuf va être tout à fait normal, puis on peut trouver la bactérie dans l'œuf. Donc, si on se fait n'importe quel aliment qui implique avoir des œufs crus, ça pourrait être un danger pour notre santé. Dans les productions d'œufs commerciales, tous les troupeaux sont testés à chaque 4 semaines pour salmonelle enteritidis. S'il y a un troupeau qui est positif, ben, les œufs ne sont plus envoyés à la consommation. Puis, donc, ce ne serait pas un risque pour notre santé. Donc, c'est super contrôlé. C'est pour ça qu'on peut acheter des œufs à l'épicerie et les manger crus. C'est généralement pas un danger pour notre santé. Par contre, dans les poules en ville, je ne vois pas vraiment qu'on pourrait commencer à faire un test à chaque 4 semaines. Parce que le test va coûter environ 50 à 100 $. Donc, ça commence à faire cher un peu pour tester nos poules. Je vous dirais que la chose à faire ici serait juste de faire cuire les œufs comme il faut, puis ce ne sera pas un problème de santé. Le test de dépistage, en gros, c'est de passer une lingette comme ça ici, sur les surfaces dans le poulailler, donc par terre, sur les ventilateurs, sur les mangeoires. C'est envoyé au laboratoire pour une culture de salmonelle pour voir si c'est positif. Dans les poulaillers commerciaux, il y a des tests qui sont faits à chaque 4 semaines pour salmonella enteritidis. Donc, il y a très peu de chances que cette bactérie-là se retrouve dans les œufs qu'on mange à l'épicerie. C'est pour ça qu'au Québec, on peut acheter des œufs à l'épicerie et les manger crus pour avoir de risque pour notre santé. Dans vos poulaillers à la maison, ce test-là ne sera pas fait à chaque 4 semaines. Il faut juste garder en tête qu'il y a un potentiel que salmonella enteritidis se retrouve dans vos œufs qui pourrait vous rendre malade. Pour ça, par contre, il faut que la poule ait été contaminée à la base. Une des sources de contamination, c'est la vermine, comme les rats et la souris. Donc, c'est un peu pour ça que je parlais de contrôler les rats et les souris et s'assurer qu'ils restent loin des poulaillers pour éviter qu'ils les contaminent avec une salmonelle comme ça. Il y a un test de dépistage qui existe qui consiste à passer une petite lingette un peu partout dans l'environnement du poulailler. Ensuite, c'est envoyé au laboratoire pour faire une culture de salmonelle pour voir si c'est présent ou non dans l'environnement du poulailler. Ça coûte environ 50 à 100 $. Donc, quand tu parles d'un poulailler commercial, c'est pas trop cher. Donc, on a 3 poules qui commencent à faire cher de faire ça à chaque 4 semaines, mais c'est possible